Le titre du livre Ouais. s'appelle Providence. Et vous pouvez peut-être commencer par ça d'ailleurs. Providence. Oui, le Providence. Je ne sais pas si c'est un très bon... Ça fait référence aussi un peu à ce film de René que je n'ai pas revu. Puis je ne sais pas si parmi vous, quelqu'un l'a vu. C'est un film de René des années... Alors, est-ce que c'est fin des années 60, début des années 80, 85 Quel Providence? Providence avec Guy Legault. Fin 70, c'est ça. Qui boit du Chablis. Qui boit du Chablis. C'est un film assez... Moi, je ne suis pas du tout un fanatique de René. Je ne sais pas, je n'ai jamais tellement aimé ça. Et ce film-là m'avait frappé. Bon, bien sûr, parce que ça traite de trucs... de vieux trucs d'écrivains, qui évidemment, pour nous, c'est un peu, je sais pas, comme aller au parc Monceau, enfin, où les écrivains lire des trucs, où les écrivains souffrent, c'est un peu comme aller, je sais pas, dans un parc de jeux, on est content, quoi, de voir les gens qui souffrent plus que vous, on ferme le livre. C'est pour ça, les livres, hein, quand même, hein, jamais perdu. Fermé pour dire, on va dîner. Et la Providence, et je me souvenais particulièrement, donc pour vous, ceux qui ne connaissent pas ce film, c'est un John Gielgud, grand acteur shakespearien, qui se retrouve dans une maison très belle, très décadente, une sorte de château anglais qui se trouve d'ailleurs en France. Et là, il boit du Chablis tout le temps. Et puis il y a un effet un peu kubrickien, enfin un effet Shining, il descend dans l'appartement, dans la maison, hein, c'est ça. Et puis d'un coup, il ouvre, il voit sa fille, je sais plus, suicidée. Il a des scènes traumatiques qui arrivent dans l'appartement comme s'il vit. Ce qui est assez fort, c'est l'idée que c'est l'appart, la maison reste. Alors il rêve sa famille, il délire sa famille. Il y a Didier Bogart qui est vraiment une perversité légendaire. Bon, plus que jamais, et simplement, bon là, on termine à la fin du film, toute la famille se retrouve, sur laquelle il a déliré toute la nuit, et simplement ils sont là, et ce qui est très beau, c'est qu'il y a je crois qu'il y a un panoramique très très lent, c'est ça le souvenir, très lent, qui s'écarte du monsieur qui est là, avec ses enfants qui rigolent, alors ça part dans les... Puis ça revient très très lentement, alors c'est évidemment l'intérêt du cinéma, c'est que c'est à la fois ultra rapide, mais c'est très très lent, la saison change, vous avez l'impression. Comme un film qui s'appelle The Swimmer, je ne sais pas si vous connaissez ce film, ça s'appelle The Swimmer, qui est un film très bizarre, qui est assez peu connu. Il faut peut-être que je revienne à la parenthèse d'avant. Fini avec René. Le mec se rend compte qu'il est en danger psychique. Non, et je termine sur René pour dire que ce qui est très très émouvant, c'est que d'un coup, la caméra revient sur le personnage central, donc vieux monsieur, vieil écrivain en train de perdre la vie, de là. Et d'un coup, on voit que la saison a changé, d'un coup il va mourir, et tout le monde s'en va, salut, au revoir. C'est-à-dire que et en fait, ce livre se sert pas mal de ce... Bon, enfin, je dis ça. Non, mais déjà, là, je suis en train de faire un pseudo. Je m'en suis servi, disons, parce que ça me touche énormément, qu'un mouvement de caméra peut rester d'un film. C'est quand même quelque chose de merveilleux. Il n'y en a pas tant que ça, je ne sais pas, dans vos mémoires. Ça veut dire que déjà d'un livre dont on se souvient d'un petit pop-up, c'est-à-dire de quelque chose qui sort d'un livre miraculeusement. La vie est belle, non? Alors donc je pense que c'est ça, c'est un hommage à ça. Et puis le reste, je ne suis pas très Providence. Je reste un peu paysan sur cette affaire. Quoi. Je sais pas. Providence. On sait trop rien. Quand ton narrateur dit qu'il veut inventer une religion, c'est pour ça qu'il y a peut-être... Oui, alors c'est ça, oui, quand même, il y a une obsession avec ça. Là, ça intéresse beaucoup les gens actuellement, la religion, dans les livres actuels, dans tous les sens. Modestement, je m'intéresse à ça, mais mes héros, si vous voulez, n'intéressent pas trop le grand public parce qu'ils ne décident pas. Quoi. Oui. Ils deviennent ni islamistes, ni cathos, enfin ça va, c'est un problème. J'ai un problème d'identité, les personnages ne sont pas identitaires. Mais peut-être qu'il faut que je vais être fouetté par l'actualité pour écrire. J'ai un peu honte de ce début, parce que c'est un peu... Enfin, c'est vraiment... Comment dire? Je me suis sorti dans un entretien hier dans la presse en disant que... Je me suis servi d'Arnaud Schmitt, ce qui est toujours une bonne carte. Arnaud Schmitt, c'est un précieux truc. Arnaud Schmitt, il dit, dans un livre sublime qui s'appelle Calcul, c'est Rose et Poirot, il dit un truc très simple, il faut savoir se servir de techniques littéraires anciennes, pourquoi pas, on a le droit de mixer ça c'est vraiment la créature qui serait... Moi c'est Frankenstein, c'est Pirandello, c'est des trucs qui m'ennuient de manière terrible, hein. Moi ça me fait dormir, dès qu'on me raconte ça, dès qu'on me pitch ça, je me dis ça ne tiendra pas. Mais j'avais besoin, si vous voulez, le livre commence, le mec qui fait la démonstration Electrolux, alors mon livre commence avec une sorte de personnage qui dit à un personnage qui dit à un auteur, tu peux pas travailler tout seul, tu vas pas t'en sortir. Tu peux pas, parce que c'est vrai que m'est arrivé une expérience assez étrange, j'ai eu l'impression, pour des raisons familiales, je crois aussi, de deuil assez importante, d'un coup je me suis réveillé un matin, je me dis je peux plus faire de fiction, quoi. Ça marche pas. Mais j'ai dit ce truc aussi prétentieux que si j'étais apostrophe, vous savez, vous vous réveillez le matin, prenez un café et vous dites vraiment je peux plus faire de fiction, ce qui est très inquiétant. Le contenu et la forme. Dire de soi-même je fais plus de fiction, c'est une maladie mentale avancée. Parce que vous pouvez le dire pour rigoler, mais vous le dire en vrai, c'est inquiétant.
Tu dis en vrai, tu veux dire que tu y croyais, quoi. Bah, je le dis, non mais c'est un peu, tu vois, c'est sorti un peu comme dans l'exorciste, quoi. La phrase est arrivée au petit déjeuner, je l'ai dite. Puis à partir de là, j'ai commencé à parler tout seul, et c'est pas bon pour les écrivains de parler tout seul. C'est là le vrai problème de la littérature, c'est comment on parle tout seul. Qu'est-ce qui parle tout seul avec qui? Et ça, c'est un problème compliqué. Je dis pas que tous les écrivains sont des psychotiques, du tout, ce serait facile. On n'est pas Artaud, enfin, je veux dire, ce serait ridicule d'en avoir une vision comme ça, si simple. Mais, alors donc, moi, j'avais l'impression d'avoir perdu une sorte de transfert, enfin, c'est un mot que j'aime pas, c'est pas analytique, mais enfin bon. Donc, je me dis, mais qu'est-ce que... J'avais l'impression, si vous voulez, d'avoir d'avoir un personnage pendant 6 ou 7 romans qui était une sorte d'homme de paille. Et progressivement, je lui collais mes problèmes, quoi. Donc, je me disais, allez, vas-y, fais le truc. Parce qu'au fond, il faut ridiculiser les idées pour les faire passer à un certain endroit. Si on les dit trop sérieusement, je fais encore une incise. Si moi je racontais ce que je raconte sur la littérature, là par exemple le roman, on est obligé de prendre ces idées et de les massacrer pour qu'elles soient partageables. Parce que si on commence à dire qu'elles sont formidables, et à les tenir à bout de bras dans un essai, je trouve ça difficile. Sauf si on est un penseur, si on est un philosophe, si on est un théoricien. On peut poser les pieds dans le plat et dire voilà, se risquer avec des idées, ça c'est pas rien. Un écrivain se risquer avec des idées, c'est emmerdant. Si le croit. Est-ce que c'était pas la tentation de dire je ne fais plus de littérature, ou je suis plus capable de faire de littérature? Est-ce que c'était pas la tentation de se dire, moi je savais pas que j'en faisais. Ah oui. Parce que moi je me suis toujours méfié beaucoup de ça. Je faisais des faux trucs, j'ai toujours fait semblant de faire la poésie en faisant des romans, en faisant du théâtre, parce que je me suis arrangé à pas trop, à beaucoup réfléchir sur la littérature, mais pas de manière trop identitaire. Et après, je travaille d'abord avec d'autres gens. La poésie, c'est d'abord essentiellement un travail de groupe par rapport aux deux groupes, de revues, de lecture, d'engagement divers et de discussions, de traduction, etc. La poésie, vous avez l'impression d'être dans un bateau avec des gens, c'est fantastique. Le roman, c'est un peu, on attend son Médicis avec ses oranges et tout ça. C'est terrible, c'est un métier affreux. C'est intéressant pour quelqu'un qui vient de la poésie, qui a plutôt été formé à une école un peu, je dirais, protestante, godardienne. C'est-à-dire, tu n'auras point d'image taillée, mon fils. C'est-à-dire, tu ne feras pas de travail identificatoire, tu ne feras pas de story à la con, tu ne feras pas... Élevé dans une certaine idée, que la forme, d'un coup, de découvrir que il faut quand même une manipulation. Enfin, il faut quand même un jeu de... Ça ne veut pas dire nécessairement faire la fiction au sens le plus... Et puis, j'ai pas de mépris pour la fiction. Il y a la différence, je pense que j'ai évolué. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué. Si on veut continuer à être un peu... trouver des trucs en littérature bizarre, il faut se servir de plusieurs modèles intellectuels, sinon ça va pas. Il me semble. Je vous laisse parler peut-être. C'est une créature se retourne contre son auteur, un jeune homme devient brusquement une vieille dame, une jeune fille monte à la capitale, un homme âgé ne comprend plus rien. Donc c'est très simple, il y a 4, c'est ça. Voilà. Donc c'est 4 trucs. Alors, après je me suis rendu compte évidemment que c'était une manière de... Mais j'avais aucune volonté a priori de ça, mais ça fait disparaître l'auteur, enfin moi ce que je serais aujourd'hui, je sais pas, parisien de tel âge, tel machin, venant de tel milieu social ou telle histoire. Alors moi je disparais, enfin, quand même pas mal, c'est assez amusant. Quand on dit la disparition de l'auteur, c'est un cliché, tellement saoulant, que là par exemple ça se fait sans que je m'en rende compte, c'est-à-dire j'ai vraiment, je me suis explosé. De toute façon le dernier livre, le Mage en été, le personnage vraiment... devenait quantique, quoi. Ouais. Il a une grosse... Il s'est pris beaucoup de jus à la fin. Donc si vous voulez, au fond, ce qui m'est arrivé, c'est un peu... D'ailleurs, je crois que Conan Doyle, quand il a... j'ai compris, j'ai un truc là. Conan Doyle, quand il a fait disparaître Sherlock Holmes, le public a écrit, moi, personne ne m'a écrit, d'ailleurs, je tiens à le dire. Les gens ont écrit, il a été obligé de recréer. Et je crois que la disparition de Sherlock Holmes, c'est dans une casque, c'est dans un truc d'eau. Oui, une cascade. C'est une espèce de rapide, un peu, genre... dont on se marie, enfin, comment ça s'appelle? On se mariait, enfin, Jules Niagara. Voilà. Donc, voilà, donc ce qui se passe dans la fin de Moi je dis, je pense que c'est ça, en fait, mon inconscient. Je fais une petite analyse en direct. Je pense que c'est ça, c'est le héros devient... D'ailleurs, c'est ce que je raconte toujours, l'obsession des petits dieux. Je sais pas pourquoi ça m'obsède tant ça. Les dieux romains, quoi. Un dieu qui est planqué sous le pot de fleurs. Ah, salut, tu veux bien. C'est-à-dire, l'idée, c'est les lards, quoi. J'adore cette idée. Ça, en fait, c'est un livre de religion, hein. Et je crois que ça serait bien que je le dise publiquement. Ce livre est un livre de religion. J'ai été croyant, puis je ne le suis plus d'un coup. Voilà. C'est une maladie POL, tu veux dire? Non, mais non, c'est pour rigoler, mais c'est un livre de croyant, mais ça sera censuré, s'il vous plaît.
En même temps, qui disparaît, mais en même temps, tu vois, quand tu écris un truc comme la poésie moderne était devenue tellement moderne qu'elle devenait classique, ça c'est le cas d'Olivier Cadio, ça quand même. Alors, c'est-à-dire après, je raconte dans ces histoires-là, je raconte par exemple, bon, bah, je vais peut-être vous lire ça après. Je me sers d'expériences très simples, mais je suis obligé de raconter. Je raconte par exemple comment j'ai assisté à une lecture de John Cage quand j'ai habité en Allemagne quand j'étais assez jeune. Et j'ai assisté à une lecture de Cage qui était absolument impressionnante parce qu'il est arrivé sur scène d'abord avec une beauté physique extrême. Quoi. Donc c'est la première fois que je voyais. Alors c'était dans un théâtre à l'italienne, donc c'est ça qui était drôle, c'est que c'était avec toute la gentry allemande en smoking, surhabillé un peu à la New York, quoi. Tout le monde est un peu leur robe longue, Gunther, tout ça, et lui arrive. Petite table, veste en jean, enfin très beau, quoi. Et il se met à gémir. Il fait juste. Une heure. Et là, ce qui est fantastique, pas de scandale, zéro. Tout le monde super content. Là, je me suis dit. D'ailleurs, j'ai découvert à la fin, à la fois quelque chose d'énorme et à la fois son acceptation sociale maximum. Enfin, je sais pas si les gens étaient si contents que ça, mais ça passait. Alors qu'ils auraient dû. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, j'en sais, je sais pas, c'est l'idée qu'on se fait. Non, mais simplement, par exemple, à partir de cette expérience-là, moi, je suis un jeune écrivain, qu'est-ce que je fais? Je commence à être moderne au moment où c'est fini. Donc c'est bizarre de partir dans l'autre sens du train, si vous voulez prendre le train dans l'autre sens. D'autant qu'aujourd'hui, quand on lit les histoires, l'espèce de Lagarde et Nichard qui nous prépare en permanence sur 1980, la fin des idéologies, la fin des grands récits, les gens on s'endort, mais la fin du grand truc, alors la fin du modernisme qui est complètement faux, parce qu'en 80 tout commence pour des gens, c'est une question de génération, donc on a une idée complètement souvent un peu bête de l'histoire. Donc moi ce qui m'amuse, c'est très simple, c'est de faire un micmac entre ma petite histoire, puis la grande histoire, enfin. Donc je raconte des choses. Je raconte pas les choses comme elles me sont arrivées, donc c'est pas autobiographique, vraiment. C'est parce que c'est pas intéressant pour les gens l'autobiographie. Enfin, ils s'en foutent. Il y a de toi quand même dans ce bouquin. Ils s'en foutent l'autobiographie. C'est le seul à savoir. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est le micmac qui va permettre de rendre la chose. C'est-à-dire que je raconte une histoire très personnelle, complètement aveugle, et comme toute histoire personnelle très. Hein, en utilisant, si vous voulez, des gros spots faits par d'autres, quoi. Donc je mélange deux trucs et voilà. C'est ce que j'essaie de faire. Et donc ça traite effectivement, pour répondre à ta question, de point de, bien sûr. Alors je raconte aussi des choses aussi du point de vue de l'échec. Par exemple, j'ai fait on me demande toujours de faire autre chose que d'écrire, quoi. Par exemple, pas travailler sur l'accélérateur de particules, de travailler sur des jardins en anglo chinois du 18e. Les gens adorent demander à des écrivains, ce qui est super aujourd'hui. Ça nous permet aussi de vivre, de faire des objets bizarres, etc. Mais en même temps, ça marche pratiquement jamais. Tu veux dire que que les le textes, résultat est pas... Non, parce que les résultats sont faux. Les résultats sont des textes bourrés d'intentions, qui peuvent être beaux, très techniques, très cultivés, etc., mais qui n'ont pas cette espèce de grâce bizarre qu'on peut avoir les livres par une sorte de... Voilà, donc ça raconte aussi ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je raconte ça sous le... Je prends un photographe, et comme j'ai fait aussi la publicité il y a 30 ans, enfin j'étais à Publicis aussi, donc j'ai des expériences hallucinantes du début de la pub, genre les photos avec Mondino, enfin... Moi j'étais à la fois dans Blanchot et Mondino en même temps, si vous voulez, c'est énorme, c'est fantastique. Blanchot, Mondino, Ils ont perdu, c'est facile, c'est un Balzac en... Là, parce que ça, c'est... Voilà. Non mais faire un Balzac, c'est la jeune fille monte à la capitale, bien sûr, vous avez compris. Il dit oui, mais c'était de faire un Balzac. Vous savez comment on fait? J'adore moi Wagner au piano, vous savez, la compression. Ça m'obsède. Non mais j'adore les gens. Par Liszt, je fais des transcriptions de Wagner. Vous entendez tout. Vous avez Wotan à 200 mètres. Moi je dis pas, j'ai pas la prétention de faire. Mais ce qui m'amuse énormément quelquefois aussi, c'est que j'ai pris dans cette partie-là un peu ce que je faisais avant dans les autres livres, sur 300 pages. C'est-à-dire qu'avant je faisais des espèces de romans un peu picaresques, où je prenais un personnage, mon Robinson, puis j'essayais de le faire passer de force. Je me disais, il faut, et c'est pour ça que je mets très longtemps à écrire, parce qu'en fait, je fais des scènes où il se passe pratiquement rien, je fais des décors. Je travaille un peu comme un... Je comprends assez bien comment on travaille un metteur en scène comme Martha Lair, par exemple. On construit d'abord le décor, puis après on voit, quoi. C'est le contraire du théâtre d'habitude, finalement. C'est-à-dire, j'ai mes trucs, et je sais donc il faut que je trouve une vie, quoi. Il faut que j'invente une vie quotidienne, quoi, au milieu de ça. Pour qu'une personne ait le droit. Par exemple, à un moment donné, je voulais faire, je sais pas, décrire un chalet avec une cour royale compressée à l'intérieur, ça m'obsédait sur le voie. Versailles dans un chalet. Parce que j'avais lu que le Shah d'Iran était parti. Le Shah d'Iran était parti après la Révolution, ils se sont installés à Megève,
Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça devient, Persépolis? Ou Louis XIV, vous prenez Louis XIV, on déménage. Versailles, c'est rien, on va. Ben, c'est ce qu'il a fait. Alors, à Marly, par exemple, petit. Enfin, il emmène tout le monde. Ou Napoléon à Sainte-Hélène. J'ai relu tout Lascaz, par exemple. Le bain, la piste. Il lit Manon Lescaut le soir. Ils sont 3. Ils ennuient. Il fait ce que je suis en train de faire. Il raconte à tout le monde des trucs sur la littérature, etc. Et j'avais envie de ça, par exemple, un chalet pressé. Bon, ben, là, je travaille assez longuement pour pouvoir me permettre. Au fond, c'est comme. Je sais pas si j'aime pas trop les jeux vidéo, mais je peux comprendre, par exemple, l'intérêt des créateurs de jeux où il y a des zones et puis il faut se débrouiller pour que. Alors, moi, il me faut mes points de vie, je sais pas comment on dit, mais. Ouais, et puis il faut cette fluidité aussi qu'il y a dans les jeux pour pouvoir faire passer quelqu'un. Mais là, j'ai pas voulu faire ça parce que justement, j'avais pas un super-héros, et c'est le sujet de ce livre, c'est de dire qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas un super-héros. C'est-à-dire quand on n'a pas un narrateur suffisamment mobile, suffisamment rapide pour voir un héros. Alors c'est pour ça que j'ai toujours fait des livres assez classiques, enfin des livres épiques. C'est des romans d'épopée, quoi. Avec quelqu'un qui se déplace. Et là, j'avais pas. Donc j'ai fait 4 vies séparées. Et donc le Balzac, c'est une des vies, et ça me permet de, pour le coup, de faire je dirais une centaine de pages très animées où ça va très vite, puisque l'héroïne, puisque c'est un Lucien de Rubempré-Fille, passe d'Angoulême, comme dans le roman, voilà, à Paris en accéléré. En s'arrêtant dans les auberges, en mangeant. En mangeant beaucoup, ouais. En mangeant énormément. Impressionnante, hein. Ah oui, parce que j'aime bien, par exemple, voilà, les scènes d'auberge, j'aime ça. Les poulets qui craquent au fond, les flammes qui ont un peu la pique avec le jus. Ça c'est bien dans les Alexandre Dumas, il y en a toujours un ou deux. Des descriptions comme ça de jambon qu'on coupe. Et donc, si vous voulez faire des livres, vous faites aussi des livres pour relire. Parce qu'on relit à l'infini, c'est une banalité de le dire, mais on relit à l'infini des textes. On les redonne on les remanche, c'est qu'à le dire, et puis on s'en resserre en essayant pas, en les rendant réactifs, c'est-à-dire en n'essayant pas de les rendre simplement des stéréotypes ou de le faire par ironie. Ce que j'ai appris progressivement à faire, moi, je suis passé du conceptuel, c'est-à-dire de l'ironie quand même, à j'ai essayé d'aimer plus tendrement les images que je me baladais, quoi. Ça ne veut pas dire que que j'ai abandonné mon projet, j'ai exactement le même projet que quand j'ai commencé à écrire, mais disons que je m'occupe plus intensément, quoi. Je chouchoute mes images au lieu de les clouter au mur, quoi. Je sais pas comment on pourrait dire. J'ai un rapport plus gentil. Alors, est-ce qu'ils vont être gentils avec moi? Peut-être que j'espère quelque chose. Non, mais un plan de départ ou alors dérivé? Ah bah non, là, si j'avais un plan de départ, mais ce serait le rêve. Je connais des écrivains je connais avec qui je téléphone, par exemple si vous parlez avec Jean Echedon, il vous dit je suis au chapitre 24, je suis Réaumur Sébastopol, je bloque. Et c'est extraordinaire parce qu'il avance comme ça, non, ça ne veut pas dire qu'il c'est un grand écrivain, donc il revient 25 fois en arrière naturellement. Hein. Mais simplement il a une méthode voilà, américaine, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est un scénario avec un. Moi j'adorerais. Je ne sais pas si ce serait plus facile. Je crois que je m'ennuie. Alors il y aura aussi ce que je ne ferai pas. D'ailleurs le Balzac, qu'est-ce que j'ai voulu faire pour le Balzac? J'ai voulu faire un Balzac, L'illusion perdue. Je me suis dit, mais finalement, le héros, enfin en l'occurrence l'héroïne, le premier relais de poste, c'est Ruffec. Je me suis dit, bon, elle va s'arrêter à Ruffec, elle va se prendre une énorme poularde, elle va coucher avec le type du haut, et tous les gens que je voulais faire venir à Paris, ils viendront là. Donc on arrête la discussion. Donc finalement, j'ai continué. J'ai qu'une envie, c'est d'arrêter tout de suite, quoi. Parce que c'est toujours trop long, les livres. Enfin, c'est une question intéressante. Est-ce que les livres sont trop longs? Non. Bien sûr que non. Les chicanes, des trucs très compliqués entre poésie et prose, qui est à la fois une fausse question, parce que maintenant elle me paraît déjà ça fait très longtemps que je traite cette affaire dans ma tête, et je me rends compte que c'est tout un jeu le théâtre aussi, c'est-à-dire je me mets des chicanes pour essayer de... Parce que sinon je serais dans une maîtrise, dans une volonté de maîtrise qui serait impossible, donc en faisant ça, il y a des angles morts dans le travail, ça c'est quand même assez agréable. Et c'est banal de le dire. Une scène, et puis après il faut que quelqu'un rentre et qu'il y ait une voix qui arrive, et là effectivement qu'il soit qui improvise au sens qui puisse justement improviser au sens qu'il peut abandonner des choses. Et d'ailleurs l'écriture après, le seul moment agréable si on peut dire à la fin, c'est quand je sens qu'il y a quelqu'un va traverser l'affaire et écarte des choses. Ça c'est pas la peine, ça sert à rien, ça j'ai besoin de ça,
Et au fond, c'est... mais s'il n'y a pas ce... Mais oui, mais pas il de y est tout phrase. le temps. Oui, il y a tout le temps, mais c'est un travail, c'est un travail qui oui. vient au final. Parce que écrire, c'est faire des vies quotidiennes. Non. Enfin, Proust, c'est ce qu'il prend au petit déjeuner, c'est ça qui nous intéresse. Le reste. Oui, oui. Et quelquefois, ça m'embête parce que mes livres apparaissent souvent encore. On me dit, ah, c'est cultivé, c'est compliqué, quelquefois. Ça me détruit le moral. Parce que j'essaie d'usiner des choses collectives. Enfin, pour faire que ça tourne, pour faire un moteur. Moi, je ne suis pas là pour étaler le truc, mais j'ai besoin de... Alors, je ne dis pas avec tous les lecteurs, mais quelquefois, c'est quelque chose qu'on me reproche. J'ai enregistré tout ça. C'est mauvais pour moi. C'est le type qui se met en larmes, Florent. C'est le signe de POL, après, voilà. C'est moi.